Le second volet de l'exposition Empreintes du passé, 6000 ans de Sceaux, intitulé 1000 ans de Sceaux en Seine-Maritime et présenté au pôle culturel Gramont, aux archives historiques du département, prend la suite du premier volet sur les sceaux antiques présentés au musée des Antiquités à Rouen et aborde les sceaux du XIe siècle à nos jours, sous leurs multiples formes et leurs multiples usages. Il est l'occasion d'aborder dans une première partie la société médiévale à travers ces sceaux. Dans une seconde partie, les sceaux et cachets aux époques modernes et contemporaines jusqu'à nos jours. Et dans une dernière partie, le scellement au-delà des actes, c'est-à-dire les usages non diplomatiques des sceaux, au-delà des chartes et des diplômes solennels. Dans cette première partie introductive sur la fabrication et la définition du sceau, sont ainsi présentées les différentes techniques de scellement du Moyen-Âge à nos jours, les différentes sortes de matrices qui ont existé pendant ces différents siècles, mais également les différentes sortes d'attaches des sceaux, telles que les simples ou doubles queues de parchemin, les lattes de tissu, que ce soit de la soie, du coton, du chanvre, du lin, etc. Et on aborde également dans cette partie introductive différents matériaux constitutifs des sceaux, tels que le plomb, la cire, etc. Parmi les grands sceaux de chevaliers, rois et princes, nous avons souhaité mettre l'accent dans l'exposition qui se déroule donc à Gramont sur nos collections de sceaux de rois français et anglais, puisque nous avons une partie d'histoire commune et donc une grande richesse d'un point de vue sigillographique. Donc nous avons d'une part notre plus vieille empreinte de sceau de roi qui est rivée à un acte, c'est le sceau de Philippe Ier à la toute fin du XIe siècle, qui est une empreinte qui est assez abîmée mais qui est tout à fait remarquable. Et puis ensuite, pour les différents rois qui se succèdent, nous avons par exemple le sceau assez extraordinaire de Richard Cœur de Lion, qui est donc sa deuxième empreinte lors de son retour de croisade, avec la particularité des rois anglais qui ont un sceau biface, c'est-à-dire avec un revers et un avers qui sont de même taille, avec une empreinte de même taille, avec un type très particulier, c'est-à-dire que l'avers montre en fait le roi assis dans le type dit de majesté, et puis au revers, il est représenté sur son cheval, armé, prêt à emmener ses hommes à la guerre, donc dans la représentation de duc de Normandie, qui est hérité directement de Guillaume le Conquérant, que vous avez représenté ici, qui est donc le premier à utiliser justement cette représentation sur deux faces, représentation qui est possible à partir du moment où le sceau est appendu à un acte et non plus rivé, comme par exemple pour Philippe Ier. Le type de sceau développé par Guillaume le Conquérant, donc le sceau équestre de guerre, sera par la suite repris par l'ensemble des chevaliers, des grands feudataires, les princes de sang, et puis également donc, tous les plus petits chevaliers, dont vous avez quelques exemples ici. Après une évocation des sceaux de la noblesse, l'exposition présente les sceaux ecclésiastiques au Moyen-Âge dans le diocèse de Rouen. Ces sceaux sont très divers, allant des sceaux du pape aux sceaux des archevêques de Rouen, mais aussi aux sceaux des prélats comme les abbés, les évêques de toute la province de Normandie, mais également les sceaux des simples curés de campagne, des prêtres, des chanoines, de collégiales, etc. Alors la particularité de ces sceaux ecclésiastiques est leur forme, c'est-à-dire que la plupart sont de forme ogivale, dite également en navette. Les sceaux ecclésiastiques les plus célèbres sont les sceaux des papes. Ils sont en plomb et de forme ronde. Les bulles de plomb des papes figurent toujours et de manière systématique les figures de Saint Paul et Saint Pierre à l'avers, séparées par une croix pâtée, et au revers le nom du pape et son numéro d'ordre. Enfin, parmi les sceaux des abbés du diocèse de Rouen, il faut figurer celui de l'abbé Sainte-Catherine du Mans, qui est l'un des plus beaux et l'un des plus délicats par sa finesse d'exécution. Il figure l'abbé debout, crossé et tenant un livre, sans doute la Bible ou la règle de Saint-Benoît, et de chaque côté, il est accosté de rinceaux. Les sceaux d'abbaye sont également très beaux parfois, notamment celui de l'abbaye Saint-Michel du Trépeur, qui figure le saint patron du monastère, Saint-Michel, en train de terrasser le dragon. Autre catégorie de sigillants que nous présentons également, les sceaux de ville et de bourgeois, donc des sceaux qui sont généralement assez sous-estimés et très peu étudiés. Pourtant, les sceaux de ville offrent une grande richesse iconographique. Nous avons mis l'accent plus particulièrement dans l'exposition sur les sceaux de la ville de Rouen, puisque à Rouen, nous avons en près d'un siècle et demi 4 sceaux successifs qui sont utilisés pour sceller différents actes. Donc les deux premiers sceaux sont des sceaux au type au lion ou au léopard, et puis les deux suivants, ce sont les deux types à l'agneau, qui devient ensuite l'emblème de la ville et que l'on retrouve ensuite également sur les marques de fabrique, par exemple des tisserands. La particularité du premier type de la ville de Rouen, le sceau au léopard, c'est qu'on le retrouve sur d'autres sceaux d'autres communes, comme par exemple le très beau sceau de Verneuil-sur-Avre, où c'est exactement la même représentation, donc à savoir le léopard avec une petite molette, et représentation que l'on retrouve également du coup dans la magnifique matrice qui nous a été prêtée par la Bibliothèque nationale de France, la matrice du second sceau aux causes de la ville 2, où vous avez là aussi justement un léopard avec une petite molette qui est représentée.
Mentionnons aussi du coup le sceau extraordinaire qui est déposé chez nous par le Musée des Antiquités, le sceau de la ville de Meulan qui représente les 12 têtes des pairs ou jurés de la ville sur l'avers et au contre-sceau le maire de la ville. Au sein de cette exposition sur les sceaux, une partie est consacrée aux sceaux de femmes à l'époque médiévale. 3 catégories de femmes y sont représentées. Les dames de l'aristocratie, les villageoises et enfin les abbesses. Ces femmes, malgré la coutume normande défavorable à la femme, scellent. C'est très intéressant d'aborder cette question. Nous avons un très très beau sceau d'abbesse, c'est l'abbesse de Saint-Amand, qui n'a pas de contre-sceau, mais qui a un magnifique sceau avec son format assez important. Nous avons aussi, grâce au Musée des Antiquités, une image du sceau de l'abbesse de Gomer-Fontaine, qui, elle, possède un contre-sceau, un agneau pascal. Un très bel exemple d'un moulage conservé aux Archives nationales, celui de Mathilde Lagrosse, qui est certainement, très certainement, l'épouse de Mathieu le Gros, maire de Rouen. Donc les sceaux de villageoises ont des motifs assez variés, mais plutôt du domaine fantaisie, animal, végétal, ou éventuellement aussi des outils, comme Avicia Colliou, où nous voyons une quenouille. Ici en vitrine, nous avons le sceau de Hazon d'œuf, avec 2 poissons posés en pâle. Il est intéressant parce que dans sa légende, elle se revendique femme de Robert Haz, mais aussi fille d'Osbert Ondolf. Donc on voit que les femmes sont très attachées à leur lignée, quand certainement elles avaient des biens importants de la part de leur père ou de leur mère. Les sceaux de juridiction apparaissent au XIIIe siècle, d'abord dans le milieu ecclésiastique, avec les sceaux des officialités qui sont les tribunaux de l'archevêque. Il faut noter que le roi ensuite imite l'Église avec la création dès la seconde moitié du XIIIe siècle d'un réseau très hiérarchisé, pyramidal, de différentes juridictions donc dans la province de Normandie. Donc à sa tête de ce réseau, on trouve l'échiquier, futur parlement de Normandie, et en dessous, on trouve les bailliages, les vicomtés, puis les châtellenies et les simples prévôtés. Donc dans cette exposition, la vitrine consacrée aux sceaux de juridiction présente des sceaux de juridiction très intéressantes, telle la matrice de la châtellenie d'Héry-Fontaine, prêtée par le musée Maton-Durand. Il s'agit d'une matrice en acier de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, qui représente donc un écu fleur-de-lysée aux armes de France. Sont également présentés dans cette exposition différents sceaux de juridiction de la vicomté de Montivier, qui représentent en général donc la fameuse abbatiale donc sur ses empreintes. Autre pièce intéressante, le sceau ogival de l'officialité de l'archevêque de Rouen, qui est un sceau en fait figurant l'archevêque en effigie, de plus petite dimension que celui de l'archevêque. Enfin, on peut également noter la présence du sceau de la vicomté d'Arc-la-Bataille et du sous-sceau de son lieutenant, Roger Ravin, sous-sceau qui figure sur la même queue de parchemin que le grand sceau de la juridiction. Donc à l'époque moderne, nous assistons à une rupture des pratiques et en même temps à une survivance de certains types de pratiques. Au niveau de la rupture, ça s'explique tout simplement avec l'apparition et le développement du notariat, puisque désormais on va devant un officier public pour établir ses actes privés. Donc du coup, on n'a plus besoin d'attester ni de sceller avec un sceau qui est propre. Et puis, en même temps, se développe la signature, qui devient peu à peu le seul signe qui permet d'authentifier et d'attester de la présence physique d'une personne au moment de la rédaction d'un acte. Du côté des survivants, certains sigillants continuent à utiliser des grands sceaux. C'est le cas par exemple des rois de France, comme le cas ici donc avec le sceau d'Henri IV. Henri IV, donc avec un magnifique sceau, donc un magnifique parchemin, avec des lattes de soie et un grand sceau royal, puisque les rois de France continuent à se faire représenter dans un type dit de majesté jusqu'à Napoléon. Donc avec ce type de pratique. D'un point de vue de la forme, là aussi il y a une rupture. Le sceau de cire va être supplanté par un sceau qui est beaucoup moins coûteux à préparer, entre autres par rapport à l'apport de cire que l'on fait. C'est le sceau sous papier, tout simplement. Donc vous avez un très bel exemple ici d'un diplôme de l'Université de Paris qui est donc scellé sous papier. Donc c'est de la cire qui est comprise entre 2 feuilles de papier. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que la matrice qui est utilisée, c'est la matrice du XVe siècle, qui sert au XVIIe à encore sceller du coup des actes. Dans les usages donc, qui se caractérisent, c'est bien évidemment donc, le sceau sous papier, comme par exemple le sceau de Monseigneur de la Rochefoucauld, donc qui est directement, cette fois-ci, apposé dans un cahier de papier, qui devient du coup le support de prédilection pour l'écrit.
D'un point de vue de l'outil, on arrive du coup sur des outils qui sont multiples. Donc c'est une magnifique pièce qui est prêtée par le musée de la Ferronnerie, le musée Le Sec des Tournelles, où vous avez un couple qui est représenté de chaque côté de l'étui. On ouvrait l'étui pour mettre le bâtonnet de cire à l'intérieur et à chaque extrémité, vous avez du coup 2 matrices. Lors de la Révolution française, les municipalités, sociétés populaires, comités de surveillance et autres institutions reprennent l'usage du cachet de cire d'Ancien Régime. Ainsi, on conserve dans les collections du musée départemental des Antiquités des dizaines de matrices de cachets à cire représentant tantôt la liberté debout, tenant d'une main la pique fichée du œil phrygien, de l'autre les faisceaux de licteurs, mais également des matrices figurant des œils omniscients, c'est-à-dire un œil entouré de rayons, symbolisant la surveillance exercée par l'être suprême ou le grand architecte de l'univers des francs-maçons sur l'humanité. Ainsi, en vitrine sont présentées des empreintes et des matrices de sceaux francs-maçons avec les différents symboles francs-maçonniques classiques tels que le compas, l'échelle, l'escalier du temple de Salomon, etc. Malgré un déclin certain du sceau à l'époque contemporaine, dans la lignée de l'époque moderne, les souverains français du XIXe siècle continuent tous de disposer d'un grand sceau, les représentant en majesté, à l'exception notable toutefois de Louis-Philippe qui dispose d'un sceau le représentant en buste de profil, rompant ainsi avec 8 siècles de tradition. Au XIXe siècle, il faut également signaler que l'Église continue de sceller, et c'est encore le cas de nos jours dans certains monastères et dans certains archevêchés. Ainsi, on peut observer en vitrine et admirer les différentes matrices de cachets à cire des abbés de Saint-Vendry depuis la refondation de l'abbaye en 1894 par Dom Potier. Cet acte est scellé du cachet de cire rouge plaqué de l'abbé de Saint-Vendry, dont Jean-Louis Pierdet, abbé dans les années 30. La dernière partie de l'exposition, après une première partie consacrée à la société médiévale à travers ses sceaux et une seconde partie consacrée aux sceaux et cachets aux époques modernes et contemporaines, aborde les usages non diplomatiques du sceau, c'est-à-dire les sceaux au-delà des actes, au-delà des chartes solennelles, dites également au Moyen-Âge diplômes. Cette dernière partie s'attarde donc sur les sceaux dits de protection ou de clôture. Par exemple, on peut penser aux sceaux qui cachètent les enveloppes, les lettres à partir du XVIIe siècle, pratique qui perdure jusqu'à la fin du XIXe siècle dans l'élite, voire au-delà. On peut penser également au scellement des urnes électorales, au scellement des reliquaires, pratique très méconnue mais qui est très importante, notamment dans le diocèse de Rouen. C'est un corpus très précieux pour les sigillographes, dans la mesure où les sceaux qu'on trouve au dos des reliquaires sont les mêmes que ceux qu'on trouve au bas des actes. Ainsi sont présentés en vitrine 2 petits reliquaires d'Ancien Régime du XVIIIe siècle, avec au revers l'un un sceau italien et l'autre un sceau d'un prélat français du XIXe siècle. En cadre sont également présentés de magnifiques reliquaires du trésor de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, ainsi que des reliquaires du trésor de l'église Saint-Jean-d'Elbeuf. Dans cette troisième partie de l'exposition sur le scellement au-delà des actes, 2 focus sont réalisés. Le premier concerne les plombs de drapier de la Seine-Maritime médiévale et moderne, à travers l'exemple des petites rondelles de plomb qui étaient appendues sur les draps, la ville de Rouen étant une grande ville drapière pendant plusieurs siècles sous l'Ancien Régime. On trouve souvent sur ces plombs de drapier de la ville de Rouen l'emblème de la municipalité, à savoir l'agneau devant l'étendard léopardé. C'est également l'emblème que l'on retrouve sur le sceau de la ville de Rouen. C'est pourquoi en vitrine est exposée une matrice de la seconde moitié du XIIIe siècle en argent du maire de Rouen, prêtée par la bibliothèque municipale de Rouen, Jacques Villon. Le deuxième focus de cette partie sur le scellement au-delà des actes concerne le cachetage des fameuses bouteilles de liqueur bénédictine de Fécamp. On peut admirer en vitrine les poinçons aux armes de l'abbaye et à l'effigie de Saint-Benoît qui servaient à cacheter les bouteilles. Les armes de l'abbaye sont constituées de 3 mitres, couronnées de la creuse et de la mitre abbatiale. Ces 3 mitres symbolisent les 3 monastères qui étaient dans la dépendance de la Trinité de Fécamp sous l'Ancien Régime. Il s'agit de Notre-Dame de Bernay, de Saint-Orin d'Évreux et de Sainte-Berthe de Blangy-sur-Thérouanne dans le nord de la France. Outre ces poinçons, on peut également admirer en vitrine les cuves en acier remplies de cire durcie qui servaient aux ouvrières à cacheter les bouteilles. Enfin, dans cette vitrine sont présentés les scellés qui étaient sur les camions-citernes remplis de liqueur et qui allaient à l'usine d'embouteillage. De même que les cachets qui figurent sur les bouteilles, ils sont tantôt à l'effigie de Saint-Benoît, tantôt aux armes de l'abbaye avec les 3 mitres. Cette iconographie que l'on trouve sur les cachets des bouteilles, à savoir l'effigie de Saint-Benoît et les 3 mitres, est directement issue des sceaux, des abbés et du prieur de la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire du XVIIe et du XVIIIe siècle. Une dernière partie conclusive de l'exposition permet d'aborder les travaux d'études, de restauration, de conservation, mais également de valorisation menés depuis une dizaine d'années par les agents du département sur leur très riche collection de sceaux.
Ainsi, dans la vitrine de cette dernière partie conclusive, sont présentées différentes boîtes de conservation propres aux chartres scellées, qui sont réalisées dans de la mousse plastazote et du carton neutre de conservation, sans acide et permanent. Dans l'une de ces boîtes est présenté l'un des plus beaux sceaux des archives de la Seine-Maritime, le sceau d'Édouard Ier, roi d'Angleterre, qui le figure à son avers en majesté sur son trône et en son revers en tant que duc de Normandie et d'Aquitaine à cheval. Enfin, sont abordés dans cette dernière partie conclusive le nettoyage des seaux à l'aide de cataplasmes d'eau déminéralisée, ainsi que les restaurations de seaux, mais également les campagnes de photographie et de numérisation en vue de la mise en ligne sur notre site internet.